Hello! Les introductions sont de pire en pire. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez personnelle, assez OSEF. Je vais vous parler des 10 animés qui m'ont le plus marqué au cours de cette année. Une année somme toute plutôt bonne, même si comparé à l'excellent cru 2019, on peut être un peu déçu. Pour rappel, 2019 c'était Vinland Saga, The Promised Neverland, Beastars, Kimetsu no Yaiba et la deuxième partie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Clairement, pour 2020, on n'y est pas. En queue de peloton se trouve la saison 2 de Fire Force de Atsushi Okubo, gérée par le studio David Production qui a attribué la réalisation à Tatsuma Minamikawa, sachant que la composition est de Kenshiro Suehiro. Tout comme l'année dernière avec la saison 1, on se retrouve avec une saison 2 très plaisante à l'œil, avec une réalisation AAA souvent constante, même si j'ai pu remarquer que par rapport à l'année dernière, on a eu quelques épisodes qui étaient en dessous du niveau excellent de base. Pour rappel, Fire Force prend place dans un univers post-apocalyptique à Tokyo, ou plutôt l'Empire de Tokyo, avec des humains qui, d'un instant à l'autre, peuvent prendre combustion et s'enflammer. C'est d'ailleurs à cause de cette combustion spontanée que le héros de l'œuvre, Shinra Kusakabe, a perdu à la fois sa mère et son frère. La mère a pris feu et la dernière image dont il se souvient est celle d'un démon enveloppant de ses bras son petit frère. Depuis lors, il a juré de retrouver ce démon qu'il pense lié à l'incident qui s'est déclaré dans son foyer, et a rejoint la division 08 de la Fire Force, une organisation de pompiers ou de brigadiers du feu qui font en sorte de neutraliser toutes les personnes passant par une combustion spontanée, on les appelle les infernaux, en faisant en sorte qu'ils ou elles ne fassent pas davantage de victimes. Outre la très bonne réalisation de David Production, on peut noter une construction des personnages plutôt bonne, notamment donc la fameuse division 08 à laquelle on s'attache assez rapidement, ainsi qu'un rythme plutôt cadencé, ça va à 1000 à l'heure et on ne voit pas le temps passer. Niveau point faible, on pourra noter un fanservice parfois trop pesant, que ça soit dans la saison 1 ou dans la saison 2, l'auteur ne peut parfois pas s'empêcher d'être un peu trop lourd en la matière, mais pour sa défense, il faut savoir que les femmes ont également le droit d'une fanservice. De même, l'écriture est assez classique en termes de structure, on se retrouve avec du shonen neketsu de base. Il n'y a donc pas de surprise, il n'y a pas de gros drama. C'est un anime feel good au stricto sensu du terme. On appréciera toutefois que le héros de l'œuvre, donc Shinra, ne soit pas trop puissant. De même que l'amour qui triomphe de tout n'est pas si abondamment présent dans l'œuvre. À la 9e position se trouve la première moitié de la 2e saison de Re:Zero de Tappei Nagatsuki, sachant qu'il s'agit d'une light novel, soit un format de roman très populaire au Japon. C'est le studio White Fox qui s'occupe de l'adaptation, avec à la réalisation Masaharu Watanabe et à la composition Kenshiro Suehiro. Pour poser le topo, on suit au tout départ le quotidien d'un lycéen plutôt paumé dans la vie, répondant au nom de Natsuki Subaru. Un beau jour, alors qu'il sort d'une supérette, bam, le voilà transporté dans un univers héroïque fantasy qui n'a plus rien à voir avec son train-train quotidien. Arrivé dans ce nouveau monde, Natsuki va vite réaliser qu'il dispose d'un pouvoir particulièrement intrigant et dangereux, mais je ne vais pas le citer ici dans la mesure où il s'agit de la première grosse surprise de l'œuvre, et je sais que personnellement, lorsque j'ai vu la saison 1 et que j'ai appris la définition de ce pouvoir, j'ai été véritablement intrigué et ça m'a donné envie de savoir ce qui allait se passer par la suite. La saison 1 à l'époque m'avait particulièrement marqué. Cette saison 2, du moins la première partie de cette saison 2, m'a moins impacté en termes de rythme. J'ai trouvé qu'il y avait des lenteurs, idem au niveau de la réalisation. Cela étant dit, en termes d'écriture, de nombreuses révélations nous sont faites et ça augure du meilleur pour la deuxième moitié de la saison. Une petite note pour la composition de Kenshiro Suehiro qui est particulièrement brillante et contribue sans aucun doute à la grandeur de cette œuvre. En 8e position, j'ai choisi Doro et Doro de Kyu Hayashida. C'est le studio MAPPA qui se charge de l'adaptation animée, avec Yuichiro Hayashi à la réalisation et No Name à la composition. Ça a été l'une des grosses surprises de 2020. Je m'attendais pas à grand chose, surtout que le style visuel qui mêle 3D et 2D n'est pas foufou, mais l'intrigue est intéressante. Ça prend place dans une cité des charges, The Hall, où l'on voit s'opposer deux populations, la population des humains dits normaux qui vivent dans cette cité des charges et les mages qui viennent s'entraîner à coups de magie qui polluent cette cité. Oui, là-bas la magie est source de pollution. Ce qui a le mérite de fortement agacer une jeune femme répondant au nom de Nikaido et son acolyte, un reptile humanoïde, Kaiman. Il ne sait absolument pas comment il s'est retrouvé sous cette apparence, mais il entend bien retrouver celui qui lui a lancé ce sort.
En termes d'environnement, on se retrouve à la mêlée d'un univers mi-burlesque, mi-glauque à la Tim Burton et une violence démesurée, débridée d'un Quentin Tarantino. N'hésitez pas à y jeter un œil, même si les premières minutes pourront désarçonner, ça vaut vraiment la peine. En 7e position, j'ai placé The God of High School, un webtoon de Park Young-jae. Petite info, les webtoons sont en gros des manhwas, des mangas coréens qui sont publiés sous forme digitale. Et depuis quelques années, ces webtoons semblent acquérir une popularité de plus en plus grande parmi non seulement les Coréens, mais aussi les Japonais et le reste du monde. C'est à nouveau le studio MAPPA qui se charge de l'adaptation animée, avec Sung-ho Park à la réalisation et Harisa Okaezama à la composition. Nous suivons les pérégrinations d'une bande de 3 jeunes, Jin, Yu et Anne, lesquels décident de participer à un grand tournoi qui se nomme The God of High School, avec en récompense pour le vainqueur l'assurance de pouvoir réaliser n'importe lequel de ses rêves. Pour résumer, The God of High School, c'est de la baston feel good, avec une réalisation AAA de MAPPA, un pur plaisir visuel, une bande originale aux petits oignons, un trio particulièrement attachant et une histoire qui, si à la base est très action, s'oriente petit à petit vers un mysticisme certain qui devrait pleinement déployer ses ailes d'ici la 2e saison. Au 6e rang se trouve Tower of God. Il s'agit encore d'un webtoon. Cette fois-ci, l'auteur répond au pseudonyme de Sue. C'est le studio Telecom Animation qui se charge de l'adaptation animée, avec fait rare pour être souligné, un binôme de réalisateurs, Takashi Sano et Hirokazu Hanoi. Au niveau de la composition, Kevin Penchin. Ce qu'il faut savoir avec Tower of God, c'est que le premier épisode est particulièrement laborieux à suivre, tant et si bien que j'ai fait une pause de plusieurs mois avant de reprendre le webtoon. On se retrouve avec un garçon répondant au nom de Bam, qui a totalement perdu la mémoire et est obsédé par une jeune femme qui se nomme Rachel. Or, Rachel a décidé, un beau jour, de le quitter afin de gravir le sommet de la tour des dieux, Tower of God. Or, il se trouve que pour Bam, tout ce qu'il souhaite, c'est continuer à rester aux côtés de Rachel. Et si Rachel est partie gravir la tour des dieux, lui aussi va se mettre en tête de gravir cette fameuse tour. Au sein de celle-ci, toute une sorte d'épreuve, parfois létale, un gigantesque battle royal qui veut que seuls les plus déterminés, les plus puissants, les plus astucieux, les plus tactiques, les plus fourbes sauront petit à petit monter encore et encore les échelons. Avec Doro et Doro, je dirais que Tower of God est l'une des surprises qui m'a le plus marqué au cours de cette année. En 5e position, Underworld, soit la 4e saison de Sword Art Online. Il s'agit d'une light novel de Reiki Kawahara. C'est le studio Haran Pictures qui s'en charge, avec Manabu Ono à la réalisation et Yuki Kaijura à la composition. Pour poser rapidement le topo, Sword Art Online prend place dans un futur proche qui veut que l'on ait découvert un type de casque de réalité virtuelle se connectant directement dans notre cerveau, le Nerve Gear, et qui permet de s'immerger dans un monde virtuel en vue d'en ressentir toutes les sensations. Amoindries évidemment au niveau douleur, histoire que l'on n'en ressorte pas traumatisé. Or, un beau jour, il s'avère que le créateur va décider de confiner toutes les joueuses et joueurs qui, à un instant T, jouaient à SAO et faire en sorte de débrider les capacités du Nerve Gear en vue que la souffrance soit décuplée et que la mort soit à la fois possible dans le jeu et dans la vraie vie, avec l'impossibilité de se déconnecter sous peine de mourir. Le seul moyen de s'en sortir, parvenir au dernier étage de Lane Crowd, vaincre le boss final et parvenir à obtenir une relique qui permettra de se log out. Voilà pour l'intrigue première. La saison 2 de SAO a été particulièrement laborieuse, très niaise, très redondante, au point de décevoir bon nombre de personnes. Il faudra attendre véritablement la saison 3 de SAO, Harlicization, pour que l'œuvre entame une ascension vers sa rédemption. Ce qui a été pratiquement fait pour plusieurs raisons. Le concept en soi est particulièrement oufissime, glauque, flippant, mais oufissime. Puis surtout, la réalisation de Haran Pictures est exceptionnelle. La composition de Yuki Kaijura est magnifique. Et l'intrigue prend un tournant assez sérieux
parfois violent, même si, encore une fois, la niaiserie ambiante de SAO, qui a toujours fait partie de l'œuvre en soi, pourra agacer de temps à autre. Au quatrième rang, la révélation de 2020, Jujutsu Kaisen, de la mangaka GG Akutami. C'est à nouveau le studio MAPPA qui s'en charge. Ce qu'il faut savoir avec MAPPA, c'est qu'ils viennent d'arriver dans l'industrie de l'animation assez récemment. Ils sont composés de toutes sortes de vétérans d'anciens studios ou de studios en perdition comme Madhouse. Clairement, ils ont atteint une taille telle qu'ils parviennent à se charger de toutes sortes d'animes particulièrement importants comme Jujutsu Kaisen, Doro et Doro, God of High School, mais aussi la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Petite parenthèse, vu qu'il n'y a eu que 4 épisodes de cette saison 4, elle n'apparaîtra pas dans ce top. Par contre 2021, évidemment. Anecdote intéressante, le réalisateur de Jujutsu Kaisen est un Coréen, Sung-Gu Park, ce qui montre la montée en puissance des coopérations au sein de l'industrie à la fois de l'animation et du manga entre Coréens et Japonais. Au niveau de la composition, nous avons un triptyque, Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui et Arisa Okaizama. Jujutsu Kaisen prend place dans un univers où ce que l'on nomme les fléaux, nés à partir des émotions négatives des humains, parviennent, lorsqu'ils ont atteint une taille suffisamment critique, à représenter une menace particulièrement importante sur l'humanité de manière générale. Afin de les subjuger, nous trouvons des exorcistes qui font en sorte d'éradiquer ces fléaux avant qu'ils ne gagnent davantage en puissance. Le héros de Jujutsu, Itadori Yuji, va se retrouver, sans qu'il ne le veuille vraiment, en plein milieu d'un conflit entre fléaux et humains qui va le forcer à prendre position. Ce qui est intéressant avec ce shonen, outre une réalisation aux petits oignons, c'est sa croisée entre horreur, fantasy, humour et action. J'insiste sur le côté horreur et glauque qui a le mérite de dénoter au niveau des shonen de manière générale, d'autant plus que les sujets qui sont abordés sont parfois assez sérieux. Quant aux personnages, la plupart sont particulièrement intéressants et il me tarde d'en apprendre davantage sur eux. Pour l'heure, nous avons eu le droit à la première moitié de cette saison, mais elle est tellement pleine de promesses qu'il fallait que je la place à cette 4e position. Et nous voilà arrivés au top 3. J'ai pas mal hésité à lui attribuer la place de numéro 2, mais finalement, numéro 3, ce n'est pas si mal. My Hero Academia, la saison 4, écrite et dessinée par Kohei Horikoshi. Cette 4e saison de My Hero Academia entame l'un des arcs les plus sérieux depuis la fameuse bataille de Kamino. En plus de prendre quelques risques scénaristiques, notamment au niveau drama, ce qui place l'œuvre dans une dimension que, mine de rien, peu de shonen full, qui est la perte de protagonistes secondaires potentiellement appréciés par leur lectorat. C'est comme d'habitude le studio Bones qui se charge de l'adaptation animée, avec Kenji Nagasaki à la réalisation, et une sommité en matière de bande originale, Yuki Hayashi. Ce type est un dieu. Au cours de cette saison 4, on réalise à quel point My Hero Academia, pour peu que l'auteur continue dans cette lancée, dispose des moyens d'être un futur shonen de référence. En 2e position, mon petit chouchou, Fruits Basket, de Natsuki Takaya. C'est le studio Team MS Entertainment qui s'en charge, avec Yoshihide Ibata à la réalisation et Masaru Yokoyama à la composition. Nous suivons les aventures chargées en émotions de Toru Honda, une lycéenne qui s'avère vivre dans une tente après la mort de sa mère. Or, la tente a été plantée dans le domicile d'une famille particulièrement mystérieuse et riche, répondant au nom de Soma. Très vite accueilli par 3 de ses membres, Toru Honda a réalisé que derrière les apparences normales de cette famille se cache un secret particulièrement pesant. Si j'ai autant apprécié Fruits Basket, outre une belle réalisation et une superbe bande originale, c'est parce que l'autrice a le mérite de développer des sujets particulièrement douloureux, tels que le mal-être, la dépression, la pression sociale, culturelle, familiale, sociétale, l'impression de ne servir à rien, et du drame, encore du drame. En soi, c'est une œuvre assez implacable dans la mesure où, visuellement, nous avons affaire à un shoujo typique, aux allures bucoliques et tendres. Mais dès qu'on gratte un peu, on se rend compte à quel point les stigmates de la plupart des protagonistes entrent parfois en écho en nous. Et c'est là la grande réussite de Fruits Basket, nous faire parfois prendre conscience de ces faits-là, et qui sait nous inciter à les réparer, avancer un pas après l'autre. Enfin, à la première place de ce top, Haikyuu, la saison 4 de Haikyuu de Sir Haruichi Furodate. C'est le studio Production IG qui se charge de l'adaptation animée, avec Susumu Mitsunaka à la réalisation et le binôme Asami Tachibana x Yuki Hayashi, soit le maître qui s'occupe de la composition de My Hero Academia. De base, Haikyuu est un manga de volleyball, soit un genre qui n'est pas prompt à attirer la masse.
vite. Et pourtant, très vite, grâce à un character building particulièrement élaboré, nous nous attachons aux différents protagonistes, dont les deux principaux se nomment Shoyo Hinata et Tobio Kageyama. Qu'au gré de leur entraînement, nous nous immergeons dans cet environnement hyper concurrentiel, avec des matchs dotés d'une réalisation fantastique. La première partie est orientée vers l'entraînement des corbeaux de Karazuno, et la deuxième moitié, celle qui a marqué tous les esprits, le match contre Inarizaki, soit une rencontre hyper haletante au point de peut-être représenter le duel le plus important depuis la création du manga. Nous avons affaire à deux équipes qui ne veulent absolument rien lâcher et qui ont les compétences pour renverser la vapeur à tout moment. Mis à part un épisode, la réalisation est flamboyante, la musique est incroyable et je n'ai aucune honte à dire que les larmes m'ont monté aux yeux à la conclusion de cette rencontre inouïe. Ce qui est génial avec Haruichi Furodate, c'est sa capacité à faire en sorte que l'on s'attache non seulement aux protagonistes principaux, mais aussi à leurs adversaires qui pour la plupart bénéficient d'un background assez élaboré afin que l'on puisse entrer en résonance avec leurs aspirations. De même, les membres extérieurs de l'équipe, comme la manager Kyoku Shimizu, ont souvent le droit à un focus qui rend encore plus organique, encore plus attachante cette bande de petits loustiques. Si je ne devais recommander qu'un seul anime pour cette année 2020, ce serait Haikyuu, sans la moindre hésitation. Hors top 10, je noterai tout de même quelques références. Boruto, par exemple, malgré son statut d'anime fleuve, continue de bénéficier d'un character building et d'un world building particulièrement travaillé. Contrairement à d'autres productions long fleuve, le studio David Production fait en sorte de travailler l'écriture de façon à ce que les arcs dits filler aient un sens, au point d'être souvent canonisés par la suite dans la version papier de Mikio Ikemoto au dessin et Ukyo Kodashi à l'écriture. Masashi Kishimoto, l'auteur original, se contente de superviser, mais depuis un tout petit mois, il a remplacé Ukyo Kodashi en tant que scénariste. Sans spoiler, l'adaptation animée va aborder un arc particulièrement important, l'arc Kara, qui, dans la version papier, est en passe de se clore. Ce qu'il s'y passe est tellement bouleversant que cela pourrait motiver une entrée dans mon top 10 2021, malgré le statut fleuve de l'anime. Autrement, je pense à Burn the Witch, spin-off d'un certain Bleach. Il n'y a que 3 épisodes, mais la réalisation de Colorido, si je ne dis pas de bêtises, est vibrante. Il y a de l'humour, on s'attache très vite aux 2 personnages principaux, et il nous tarde de voir la saison 2 pour 2021, voire 2022, nous verrons bien. Notez que l'arc final de Bleach va enfin être adapté par ce même studio, Colorido, d'ici 2021, si tout se passe bien. Une autre belle découverte, Hell du Crépuscule, soit une série de 8 épisodes centrés sur la région de Galar de Pokémon. Encore une fois, c'est le studio Colorido qui se charge de la production de cette mini-série. Une ambiance fantastique, des personnages parfois touchants, une inspiration certaine qui renforce grandement le Pokémon Universe. En parlant de Pokémon, je continue à suivre la série classique, dite série fleuve, et j'apprécie beaucoup. C'est un mélange de nostalgie et de feel good qui prend son temps, mais quel plaisir. On voit que le studio OLM a à cœur de conserver les anciens fans tout en ramenant à lui les dresseuses et dresseurs de la nouvelle vague. Notez qu'un certain Yuki Hayashi est de nouveau à la composition de cette saga. Enfin, Black Clover, autre anime fleuve réalisé par David Production, aura brillamment réussi l'adaptation de l'arc des elfes, et il me tarde de voir ce que donnera l'arc du Royaume Spade. Voilà pour ce top 10. Il y a quelques animes que j'aurais aimé voir mais que je n'ai malheureusement pas pris le temps de découvrir. Je pense notamment à The Great Pretender, Noblesse, ainsi que Love is War. Love is War. Je ferai en sorte de me rattraper pour 2021. Sur ces entrefaites, n'hésitez pas à me faire part de votre top 10 si vous en avez un, ou des animes qui vous ont le plus marqué au cours de cette année. Ça pourrait éventuellement me permettre de dénicher quelques perles que je n'ai pas su dénicher. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que cette année. Prenez soin de vous et Rajaja Fighting. Ciao ciao.